Et si je vous disais que ce que vous croyez savoir sur votre capacité de concentration est probablement faux? Et si le fameux multitâche était en réalité le pire ennemi de votre productivité? On va décortiquer ensemble dans les prochaines minutes la preuve neurologique qui démontre pourquoi notre cerveau est tout simplement incapable de faire deux choses à la fois. Et surtout, comment une petite faille dans ce système peut être le signe de pathologie majeure. Allez, c'est parti pour un voyage au cœur de la neuropsychologie de l'attention. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va déconstruire un peu l'idée qu'on se fait de l'attention. Puis, on va explorer les trois grands systèmes, le filtre cérébral, le mythe du multitâche et l'endurance de notre esprit. Et enfin, et ça c'est vraiment crucial pour de futurs cliniciens, on verra ce qui se passe quand ces systèmes déraillent, vous savez comme dans le TDAH ou la schizophrénie. On terminera avec une petite carte cérébrale pour que tout soit bien clair. Bon, commençons par une idée reçue. On utilise le mot attention tous les jours comme si c'était une seule et même chose, vous voyez? Mais la réalité scientifique, elle, est bien plus fascinante. En neuropsychologie, l'attention n'est pas du tout une fonction unitaire. C'est en fait un ensemble de processus très complexes et de plein de sous-systèmes spécialisés. Pour bien comprendre, les scientifiques utilisent deux superbes analogies. La première, c'est le faisceau attentionnel. Imaginez votre attention comme le projecteur d'un théâtre, capable d'éclairer très fort une seule information, comme un visage dans une foule, tout en laissant le reste complètement dans l'ombre. La seconde, c'est le gestionnaire de ressources. Voyez votre cerveau comme une sorte de batterie cognitive avec une énergie limitée. L'attention, eh bien, c'est le système qui décide comment allouer cette énergie précieuse aux tâches les plus importantes, à un instant T. Alors, ça amène une question fondamentale. Si notre attention est un projecteur, comment est-ce qu'il décide quoi éclairer? Dans ce monde saturé d'informations, comment notre cerveau arrive à faire le tri? C'est justement le rôle de notre premier système, le filtre cérébral ou ce qu'on appelle l'attention sélective. Cette image illustre parfaitement un défi qu'on connaît tous, le problème du cocktail party. Vous êtes dans une soirée bruyante, mais vous arrivez quand même à suivre une seule conversation. Comment c'est possible? Une première théorie, celle du filtre précoce de Broadbent, suggère que notre cerveau agit un peu comme un videur de boîte de nuit. Il analyse les caractéristiques physiques des sons, comme la tonalité de la voix, et il ne laisse passer qu'un seul canal d'information. Toutes les autres conversations sont bloquées à l'entrée, avant même qu'on comprenne leur sens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. D'autres théories ont proposé l'inverse, une sélection tardive, où tout est analysé pour sa signification et le filtre n'intervient qu'au tout dernier moment. Alors, filtre précoce ou tardif? La vision moderne, c'est plutôt un modèle hybride, un filtre flexible. Si la tâche cognitive est facile, notre cerveau a des ressources en rab pour traiter les distractions, donc le filtre est tardif. Mais si la tâche est difficile, là, le cerveau met en place un filtre précoce super puissant pour bloquer activement toute interférence. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on peut littéralement voir ce filtre en action dans le cerveau. Regardez ce graphique. C'est ce qu'on appelle un potentiel évoqué, la signature électrique de l'activité du cerveau. La ligne en pointillé, c'est un son qui est ignoré. La ligne pleine, c'est le même son, mais auquel on prête attention. La différence est spectaculaire. À peine 100 millisecondes après le stimulus, son signal est massivement amplifié. C'est la preuve physiologique que l'attention, c'est un processus neuronal actif d'amplification et de suppression. Maintenant, si notre cerveau est un expert du filtrage, que se passe-t-il quand on lui demande de traiter deux informations importantes en même temps? Ah, bienvenue dans la grande démystification du multitâche. Alors, soyons très clairs, le multitâche efficace, ça n'existe pas. Notre cerveau ne traite pas réellement en parallèle. Ce qu'on appelle multitâche, c'est en fait un changement de tâche ultra rapide et ça coûte très cher en énergie. Notre faisceau attentionnel bascule frénétiquement d'une tâche à l'autre et à chaque bascule, la performance se dégrade. Le clignement attentionnel en est une démonstration parfaite. Si deux infos sont présentées très rapidement, on manque souvent la deuxième, parce que notre attention est encore occupée à traiter la première. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile? Revenons à notre analogie de la batterie. La théorie la plus influente dit qu'on dispose d'un réservoir unique de ressources attentionnelles. Chaque tâche vient puiser dans ce réservoir. Si la demande totale dépasse la capacité disponible, eh bien la performance s'effondre, tout simplement. Et même quand on essaye de tricher, les études le montrent, le cerveau choisit toujours de traiter en priorité un stimulus par rapport à un autre. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais ce qu'on ne dit presque jamais, c'est que cette batterie cognitive, elle ne se vide pas de la même façon pour tout le monde. Et la vitesse à laquelle elle se décharge peut être un signe clinique majeur, une véritable fenêtre sur des pathologies qui se cachent en dessous. Après le filtre et le partage des ressources, il nous reste un troisième et dernier système à explorer, la capacité à rester concentré sur la durée. C'est l'attention soutenue, le véritable marathon de l'esprit.
L'attention soutenue ou la vigilance, c'est cette capacité à maintenir un niveau de concentration suffisant sur une longue période, surtout lors de tâches monotones où un événement important est rare. Pensez à un contrôleur aérien ou même à la lecture d'un long texte. C'est un processus actif et très très exigeant. Du coup, inévitablement, la performance diminue avec le temps. C'est ce qu'on appelle le décrément de vigilance. Ça demande une inhibition constante des distractions, qu'elles viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur, comme nos propres pensées vagabondes. Et cette fonction de marathonien, elle repose sur un réseau cérébral bien spécifique situé principalement dans l'hémisphère droit. Le cortex préfrontal joue ici un rôle de chef d'orchestre. Il maintient les objectifs de la tâche en mémoire et il envoie des signaux pour moduler l'activité des autres zones. Pendant ce temps, le cortex pariétal, lui, surveille en permanence l'environnement pour détecter les cibles importantes. Maintenant, la question cruciale pour tout étudiant en médecine ou en psychologie, que se passe-t-il quand ces systèmes, si finement réglés, se dérèglent? C'est ici que toute la théorie rencontre la pratique clinique. Le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Savoir catégoriser les troubles de l'attention, ce n'est pas un simple exercice théorique. Non, c'est un outil de diagnostic essentiel. Différentes pathologies vont affecter différentes facettes de l'attention. Et si on identifie précisément quel système est défaillant, ça permet de poser un diagnostic plus fin, d'évaluer l'impact sur la vie du patient et de guider des thérapies de rééducation beaucoup plus ciblées. Prenons un premier cas clinique, très courant, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Ici, les déficits neuropsychologiques principaux touchent deux systèmes, l'attention sélective, d'où la difficulté à filtrer les distractions, et l'attention soutenue, qui explique la difficulté à maintenir un effort mental sur des tâches longues. On sait que ces symptômes sont directement corrélés à des anomalies dans les circuits frontostriataux, qui sont cruciaux pour le contrôle exécutif. Passons à un deuxième cas clinique, la schizophrénie. Ici, les troubles de l'attention sont un déficit cognitif majeur, souvent plus prédictif du fonctionnement au quotidien que les symptômes plus connus comme les hallucinations. Les déficits en attention sélective et soutenue sont profonds. Et ce graphique l'illustre brillamment. Regardez l'écart de performance au test. Le temps nécessaire pour accomplir la tâche est significativement plus long pour les patients. Et ça, c'est une manifestation directe de leur difficulté à maintenir et à déplacer leur focus attentionnel. Allez, pour finir, on assemble toutes les pièces du puzzle. Voici une carte mentale claire et synthétique de l'attention. Voici donc la carte neuropsychologique de l'attention. On y voit clairement les grands réseaux qui sont connectés entre eux. Le réseau d'orientation pour diriger notre projecteur, le réseau de vigilance pour le marathon mental et le réseau exécutif pour gérer les conflits et orchestrer le tout. Chaque réseau a sa fonction et sa dysfonction est liée à des pathologies spécifiques. Alors, si on ne devait retenir que 4 points, ce serait ceci. Premièrement, l'attention n'est pas monolithique, c'est un ensemble de systèmes spécialisés. Deuxièmement, c'est un processus neuronal actif qui amplifie et qui supprime des signaux. Troisièmement, ses ressources sont limitées, ce qui explique pourquoi le multitâche est inefficace. Et enfin, quatrièmement, c'est un marqueur clinique essentiel pour comprendre et traiter des pathologies majeures. En fin de compte, comprendre l'attention, c'est comprendre comment notre cerveau construit activement notre réalité perceptive à chaque instant. Alors pour conclure, une question se pose. Avez-vous déjà ressenti personnellement les limites de votre attention en essayant de jongler avec trop de choses? Et est-ce qu'une suite sur les techniques pour améliorer sa concentration pourrait vous intéresser? Dites-le nous en commentaire.